Arrivé au XXIe siècle, si l'existence de notre planète représente 1 heure, la présence des êtres humains correspond à la dernière seconde. En 1 seconde, l'homme a envoyé des satellites dans l'espace, marché sur la Lune, conçu des puces électroniques miniatures sophistiquées, créé l'intelligence artificielle. Chapeau. Pour autant, l'activité humaine s'est mise à menacer la biodiversité et la Terre tout entière. En France, 6 adolescents sur 10 sont sujets à l'éco-anxiété. Et pour cause. Si on continue comme ça, pour nombre d'experts, il est devenu question de survie de notre espèce. Une problématique qui n'est pas nouvelle pour les quelques 10 millions d'autres avec lesquels nous cohabitons. Et si l'avenir de l'homme était de revenir aux sources ? Biomimétisme, épigénétique, vision symbiotique. En regardant la nature sous nos yeux, y trouverons-nous des recettes pour une vie plus harmonieuse ? Pour la regarder, encore faut-il en être proche. Or, la distance entre le lieu de vie et le milieu naturel s'accroît. 9,7 km en moyenne, 16 km en France. Oui, la nature s'éloigne. Et dans notre pays, 4 enfants sur 10 ne jouent pas en extérieur de la semaine en période scolaire. Selon les chercheurs, il y a une corrélation entre le contact avec la nature pendant l'enfance et l'attachement émotionnel à la nature, induisant une tendance à développer des comportements harmonieux avec l'environnement à l'âge adulte. C'est logique et désormais admis, la nature c'est loin des yeux, loin du cœur. Par ailleurs, la science conclut que le manque de nature chez l'enfant se traduit par des troubles physiques et psychologiques. Absence d'équilibre, déficit de vision, baisse de l'équilibre cardiovasculaire. Il est donc bénéfique de laisser les enfants dans la nature afin qu'ils s'épanouissent pleinement en tant qu'êtres sensibles, qu'ils grandissent en bonne santé. Idem pour les adultes, il n'est jamais trop tard. Alors classe dehors, séminaire professionnel dehors, qu'attendons-nous ? Avec ma femme, nous avons cherché pour notre fille une des écoles en France qui plaçait l'être et le vivant au cœur de sa pédagogie, dans un contexte à la fois urbain et à proximité de la nature. Bienvenue en Haute-Savoie, dans une école pas comme les autres. Non. Pour l'instant, on va attendre. Ces enfants passent 2 jours par semaine dans des locaux à Novelle, au cœur de la ville d'Annecy, et 2 jours en nature, accueillis par la ferme pédagogique de Chauzal, qui a mis à disposition de l'équipe 3 lieux, un très sauvage en bordure de rivière, un lieu dans un pré, notamment les enfants peuvent expérimenter le feu, et puis un lieu avec une yourte sur lequel les enfants sont amenés à cultiver un jardin en permaculture. Et puis après, ils ont accès aussi à tout ce que la ferme de Chauzal offre au public qui fréquente le lieu. À Novelle, eh bien, on est dans des locaux classiques, avec du matériel pédagogique qui viennent de différentes pédagogies de l'éducation nouvelle, pour répondre au plus près aux besoins de l'enfant, parce que même dans ces pédagogies nouvelles, il y en a qui peuvent être plus adaptés à certains enfants que d'autres. Donc encore une fois, c'est l'enfant qui va nous mener vers les outils qui vont nous permettre d'aller vers les apprentissages. Super, combien de fois ? Do, regarde. Les enfants ici, comme n'importe quelle école en France, apprennent à lire, écrire, compter et tous les autres apprentissages. Mais en plus, en complément, on se donne 3 axes vraiment majeurs pour l'ADN de l'école. Le premier, c'est le lien à la nature. On demande souvent, mais qu'est-ce que fabriquent les enfants en nature ? Donc il y a des temps de jeux libres, mais il y a surtout beaucoup de temps d'apprentissage en nature. Et heureusement, on n'est pas la seule école en France à défendre ou incarner ce mouvement. On peut véritablement faire des apprentissages en français, en maths, en plein d'autres matières, au cœur de la nature. Et pour certains enfants, c'est la meilleure façon d'apprendre. Ça ne convient pas forcément à tout le monde, mais pour certains enfants, c'est vraiment ce dont ils ont besoin pour trouver la concentration, pour trouver l'énergie, l'élan pour apprendre. Deuxième axe, justement, c'est la créativité. On insiste énormément sur toutes les méthodes pédagogiques qui vont favoriser la créativité des enfants. Voilà.
On considère que dans le monde qu'on va leur laisser, un des plus beaux cadeaux à leur faire maintenant, c'est leur apprendre à prendre confiance dans leurs forces créatives, qu'ils peuvent inventer des chemins, ils peuvent inventer, il y a plein de choses qu'ils peuvent inventer en fait, hein, y compris dans la résolution de problèmes, mais pas uniquement. Puis le troisième axe, c'est la capacité à travailler ensemble. Il y a énormément de temps collectif dans cette école. Il y a les cercles de parole, déjà le matin et en fin de journée, mais il y a aussi vraiment un encouragement constant à travailler ensemble. Il y a plusieurs niveaux qui sont réunis dans un même groupe. Donc il y a le cycle 2 et le cycle 3 qui fonctionnent ensemble. Donc cycle 2, ça veut dire du CP au CE2, ils sont ensemble vraiment du matin au soir. On n'est pas les seuls à faire du multiniveau évidemment, hein, mais ça favorise aussi beaucoup la coopération entre les enfants. Ceux qui ont déjà compris ou sont plus âgés vont venir en soutien des plus jeunes. Ils ont évidemment un cadre très précis à respecter, des règles collectives, des temps d'apprentissage où ils ont vraiment une posture d'élève. La seule chose qui est vraiment différente, c'est que l'effectif est plus petit et donc l'accompagnement peut être plus individualisé. Et comme une école classique, évidemment, on suit le programme de l'éducation nationale, hein, c'est un impératif, nous sommes inspectés. En fin de chaque période, les attendus de la période par enfant sont évalués et on voit où l'enfant en est. La seule différence, c'est que nous, on raisonne plus en termes de cycle. L'enfant peut apprendre à lire, à écrire à la fin du cycle et pas forcément à Noël en décembre comme tous les enfants de la classe. Ce qui fait que l'enfant, il a le temps et il rentre dans l'apprentissage quand vraiment il en a envie. Ce qui change tout dans le plaisir d'apprendre en fait. Dans la pédagogie Montessori, on parle de période sensible par exemple. C'est vraiment ça. L'équipe est là pour observer l'enfant. Si là on sent que c'est le moment pour la lecture, eh bien, elles vont intensifier l'accompagnement sur la lecture. Si c'est le moment, c'est le moment. Et quand c'est le moment, ça va très très vite en fait. J'ai trouvé quelque chose. Ah, j'arrive. Doucement, on y va. On acquiert le programme à son rythme et il y a des enfants qui vont être très sur, je sais pas, à fond dans les maths ou dans le français qui vont être hyper bons. Quand on met un sol à nu, il y a plein de graines dedans, selon le contexte, il y a telle plante qui va pousser et pas telle autre parce qu'elle est plus adaptée au contexte et ce qui fait la force et la résilience de la nature, c'est de s'appuyer sur cette diversité. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Je préfère un peu les maths. Les maths. Maths ou français. L'enfant est vraiment considéré comme ayant quelque chose à apporter au collectif en fait. Globalement, au niveau sociétal, on passe à côté d'un grand cadeau. Ça ne veut pas dire que les enfants peuvent faire tout comme des adultes, mais par contre il y a des choses où ils peuvent vraiment nous apporter beaucoup. Parce qu'être à l'écoute des émotions, c'est indispensable. Et puis se remettre en lien avec la nature, c'est juste, déjà c'est agréable. Et puis en plus, pour construire une société viable à long terme, c'est pas une option. C'est une école qui forcément implique les parents dans ce qu'ils vont faire à côté. Du coup, ça met une dynamique dans la famille qui est différente et plus en lien avec la nature. On a, en 5 ans, jamais eu un enfant pour qui ça n'a pas fonctionné et qui a dû sortir de l'école parce que ça ne convenait pas. Et on a surtout des enfants qui sont hyper contents d'être là, quoi. C'est étonnant de voir tous ces enfants toujours partants le matin, là, les matins d'hiver pour partir dans la nature, contents de revenir couverts de boue de la tête aux pieds, voulant rester à la Luciolerie qui est notre temps périscolaire le soir, venir après les vacances. Donc vraiment, c'est un lieu où les enfants sont heureux. Et c'était vraiment le premier rêve, c'était que les enfants soient heureux d'aller à l'école et d'être à l'école et qu'il n'y ait pas cette coupure entre la maison c'est bien, l'école c'est moins bien, quoi. Et c'est une école qui va vraiment à la découverte de soi, à la découverte de l'autre. Il y a vraiment quelque chose sur le groupe aussi. Ça développe beaucoup leur confiance en eux, j'ai trouvé un grand changement. Ils développent énormément leur autonomie, ils sont dans beaucoup d'entraide entre eux, beaucoup de bienveillance entre eux, trouver des solutions par eux-mêmes, ils ont développé leur créativité. Enfin, j'ai vu ma fille transformée. Heureusement, on habite dans une région dynamique et on a eu la chance de rencontrer des entreprises qui ont été touchées par ce projet. Quand on crée une école, elle est forcément hors contrat au moins les 5 premières années. Il n'y a aucune aide publique. Ça fait des frais de mensualité élevés pour les parents qui sont inaccessibles pour les familles les plus modestes. Et avec Anne-Claire, on ne se lèvera pas le matin pour une école uniquement abordable pour les familles aisées. Et ces premiers soutiens d'entreprise, de dirigeants d'entreprise ont été cruciaux pour que dès la première année, on ait plus de 20% de familles boursières.
y a vraiment une intégration du besoin de reconnexion à la nature, d'écoute. Je leur souhaiterais de ne pas douter. Pas douter et puis être soutenu par suffisamment de personnes pour avancer, quoi. Avoir une belle dynamique humaine autour de l'école. Au cours de nos recherches, nous avons réalisé que le sujet ne date pas d'hier. Initié dans les années 50 au Danemark, le mouvement des Forest Schools se développe dans les pays scandinaves avant d'être importé au Royaume-Uni par un groupe d'employés du Bridgewater College. Il se répand ensuite en Europe, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Canada. Au Danemark, aujourd'hui, une école primaire sur 5 fait la classe dehors, en particulier celle implantée en milieu urbain, qui en ressent a priori davantage le besoin. En Angleterre, on compterait plus de 800 Forest Schools, pour lesquels l'Ofsted, l'équivalent de notre inspection générale, a donné une mention excellente à la méthodologie qui permet de bien intégrer le programme national. En Allemagne, il y aurait plus de 2000 Forest Schools. En France, on en recense une quarantaine, pionnière du mouvement de la classe dehors, propulsée sur le devant de la scène depuis les événements de 2020. Les initiatives en école privée comme en école publique se multiplient et les enseignants s'épaulent pour faire bénéficier de la classe dehors à leurs élèves. On raconte souvent l'exemple de la ville d'Alonne et au Mans, où une cinquantaine d'enseignants se seraient mis à faire la classe dehors sous l'impulsion de l'inspecteur de la circonscription. Mais quand on creuse partout en France, on trouve pléthore d'enseignants qui expérimentent. En 2023, les rencontres internationales de la classe dehors ont réuni chercheurs, enseignants, académies, associations, faisant enfin émerger au grand jour un sujet de recherche en sciences de l'éducation qui date de plus de 20 ans. Ces rencontres ont donné naissance à la semaine francophone de la classe dehors de mai 2024. Et pourtant, l'idée de voir notre fille en extérieur à la saison froide nous a rapidement questionnés. Cette nature n'est-elle pas trop rude parfois ? Peut-on vraiment sortir de la classe et apprendre par tous les temps ? Toi tu te réchauffes comme Thomas et moi, qu'on a une tisane, ou sinon on fait un feu. Ou sinon on court. Les enfants n'ont pas froid parce qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Et du coup, une fois qu'on sait ça, on les habille en conséquent et ils n'ont pas froid. Est-ce qu'il faut avoir peur du froid ? Non. Parce qu'une fois qu'on y est, on sait qu'on est bien équipé, qu'on va avoir chaud et on se met à fond. Et au pire, si on a froid, on peut aller dans la yourte et on sent mieux. Oui. Là, tu voudras faire quoi ? Pompier. Qu'est-ce que la forêt des Lucioles c'était de faire pour plus tard ? La vie. L'épigénétique tend à démontrer que les expériences de l'enfant ont un effet sur l'expérience génétique. L'épigénome de nos enfants peut être modifié par les expériences positives, y compris la connexion avec la nature ou encore les relations constructives, les occasions d'apprentissage, mais aussi les facteurs négatifs comme le stress qui laissent une signature sur les gènes. Quel parent ne souhaiterait pas activer au mieux le potentiel génétique de son enfant ? Y a-t-il des contextes éducatifs propices à libérer ce potentiel ? A priori convaincus sur les bienfaits de la classe dehors, nous avions également en tête les travaux de recherche de Maria Montessori, l'Italienne qui a expérimenté toute sa vie avec l'intention de libérer le potentiel de l'enfant. Elle en aurait conclu qu'il s'agissait non pas de prendre ses suggestions à la lettre, mais de continuer à chercher, tester et éprouver les meilleures façons d'aider chaque enfant à grandir. Alors la classe dehors peut-être, mais quels sont les autres ingrédients pour une pédagogie plus harmonieuse avec notre environnement ? Le programme il est très dense. On fait des apprentissages, disons, fondamentaux sur tout ce qui est maths, français. On s'y tient sur les programmes avec tout ce qui est à l'intérieur.
Sur le reste, on travaille plutôt en compétences transversales et ça, c'est par tous les projets que l'on fait, que ce soit des projets, l'année dernière, nous avons travaillé sur l'eau et toutes les compétences transversales que l'on pouvait avoir avec ça. Cette année, un projet en art et nature, donc pareil, toutes les compétences transversales qu'il peut y avoir. Et après, même au sein de nos apprentissages en classe, il y a des expériences au labo, il y a des productions d'écrits qui sont diverses et variées. Donc la pédagogie de projet aide vraiment à travailler plein de compétences transversales et à aller vers les programmes. Ce moulin allait être détruit, donc nous on a décidé d'aller récupérer tous les éléments du moulin parce que c'est très beau. C'est des vieux mobiliers en bois avec pas mal de choses. Vous allez voir des axes rotatifs, des choses qui tournent, des tamis qui pivotent, etc. Et on s'est dit qu'on allait récupérer ça pour que ce soit pas détruit et qu'on allait en faire des choses et des choses artistiques. Donc il y a un élément qui va devenir une boîte à musique géante. Vous avez déjà vu des boîtes à musique avec la manivelle comme ça? Eh ben, on va faire une boîte à musique géante avec un élément du moulin. Et puis vous allez travailler à un gros projet qui est une capsule temporelle. Alors vous êtes le cœur du projet, puisque c'est vous qui allez créer des œuvres à partir de cette histoire du moulin de Copennex. On a fait un travail sur l'histoire de la Terre à travers une marche. On a exploré par exemple 800 millions d'années sur 800 mètres. Chaque mètre est 1 million d'années. Et à chaque fin de session, on illustre ce qu'on s'est dit sur ce qui s'est passé sur ces 800 millions d'années pour la Terre. On a repris des éléments qui nous restaient à illustrer et c'était chouette de voir les enfants venir d'eux-mêmes à l'atelier, avoir envie d'illustrer plein de choses. Et j'ai hâte de voir le rendu final de tout ça. D'accord ? Ensuite, cette pièce, on va la poser sur un support papier et on va faire le contour. Donc déjà, il va y avoir un petit travail de dessin. On regardera le côté le plus intéressant pour pouvoir inventorier sous forme de dessin les pièces. Et ces formes-là vont nous servir pour l'atelier qu'on fera à l'école. Ensuite, on va faire des petites étiquettes. Donc numéro 1, tac, on va plastifier, vous allez plastifier, découper, étiqueter. D'accord ? Donc c'est un travail super important, ce qu'on fait là. Et puis bien entendu, on va aussi photographier. D'accord ? Entre cette petite pièce, par exemple, un écrou, vous voyez, on démonte un écrou, il est grand comme ça. Et puis on va démonter ce plateau, il est 50 fois plus grand que l'écrou. D'accord ? Donc on n'a pas les mêmes proportions, on n'a pas la même échelle. Donc quand on va les prendre en photo, on pourra faire en sorte que l'écrou soit aussi grand que cette pièce. Puisque avec un ordinateur, on peut agrandir ou rapetissir une pièce. Donc on va pouvoir les mettre tout au même niveau. C'est-à-dire que l'écrou, il sera aussi grand que le cylindre. Et là, il faut tirer là. Alors tirer avec ta passe plutôt. Ouais. Si. Et là, il faut. Maintenant, il faut que ça tord. Ah, j'ai une idée. Ouais, bah là, il faut. Tu n'y arriveras pas comme ça. Donc voilà, on a des parents qui souvent aussi viennent avec leur enfant vers l'école avec l'envie de trouver les meilleurs modes d'apprentissage pour leur enfant. Et la conviction que ces temps en nature peuvent être au service des apprentissages. Avec Pauline, ceux qui étaient debout et les autres pouvoir relever. Voilà. J'ai découvert un apprentissage créé par notre super équipe là, du marathon des tables de multiplication. Donc en fait, les enfants étaient en ligne parallèle et avaient une cible 30 mètres plus loin avec la table de multiplication à remplir. Donc les enfants s'élançaient en parallèle, devaient remplir la ligne qu'ils souhaitaient de la table de multiplication
remonter en courant, passer le relais à l'enfant qui attendait, et ainsi de suite. Et c'était la première équipe qui finissait de remplir dans sa totalité la table. Et ben, je peux vous dire qu'ils ont ri comme des baleines, ils sont tombés, ils se sont relevés. Et à la fin de la journée, ben, la table en question, enfin pas de la journée, de l'activité, la table en question, elle était apprise, quoi. Et voilà, et ça s'est fait dans les rires, en plus ils sont démenés physiquement. D'ailleurs, ça me fait penser, souvent les parents disent, mais est-ce qu'il y a du sport dans cette école ? C'est assez amusant parce que c'est des enfants qui sont toujours en mouvement. Voilà, donc en tout cas, cette anecdote de la table de multiplication, voilà, ça fait partie des petits outils. Comment rendre ludique un apprentissage qui parfois peut être un peu rébarbatif et faire en sorte que ça rentre tout seul. Je ne sais pas. Elle est peut-être allée voir ces petites vaches. Elle n'y est pas. Bon, peut-être que moi je vais rentrer chez moi. Les moments magiques que là on peut vivre ici en ce moment, c'est les enfants qui vont s'approprier, soit s'approprier une histoire et qui vont la mettre en scène, ce qui se passe en ce moment. Ça c'est magique parce qu'en fait on se rend compte que les enfants ils ont un potentiel énorme. Et que mettre en scène une petite histoire déjà connue, par exemple le Chaperon Rouge, ou bien une histoire qu'ils ont pu inventer et qu'ils mettent en scène avec du matériel, mettent en scène pour montrer aux autres enfants. Et ce qui est magique dans ces moments-là, c'est que tous les autres enfants sont silencieux, ils sont en attention plus sur ce qui se dit, et se joue avec l'enfant là, qui est en scène devant tout le monde. Il y a vraiment un respect de ce qui se passe pour l'enfant qui doit faire déambuler ses personnages, qui doit parler, raconter son histoire. Et je trouve que ça, c'est vraiment des moments qui sont vraiment magiques. Lorsqu'on regarde notre fresque, nous ressentons la joie, de la sérénité, du bonheur. Grâce à cette fresque, nous avons appris à coopérer, à être créatifs, à faire de l'art, à mélanger les couleurs, à imaginer le rêve, à discuter avec les autres. On a appris à faire ensemble, à vivre ensemble. Des découvertes sur la couleur bleue et son effet sur le cerveau sont stupéfiants. Le spectre situé entre 460 et 500 nanomètres, les longueurs d'onde du bleu du ciel, matinal en particulier, stimule un pigment photosensible dans la rétine qui s'appelle la nanopsine. Elle active le circuit cérébral qui stimule la noradrénaline, un neurotransmetteur important dans l'attention et la mémoire de travail. Le ciel du matin favorise donc notre bonne activité cérébrale. Il n'y a pas que le soleil et sa fameuse vitamine D. À la lueur de telles évidences, quand on pense au tableau noir de son enfance et à l'écran d'ordinateur de ses journées, on se dit qu'il est peut-être temps de trouver des moyens de mettre un peu de bleu dans nos vies, et celles de nos enfants. Je vois avec les différentes écoles avec lesquelles je travaille, il y a plein de façons en fait, de transcrire le programme, y compris dans le public. Je travaille avec l'école de Doussard qui est en pédagogie Freinet sur le cycle 3. Ils ont une façon de transcrire le programme qui est vraiment étonnante et ça marche en fait. Enfin, il y a le programme et puis il y a ce qu'on s'autorise à faire pour transcrire le programme en fait. Je pense que ça c'est un aspect qui est, de ce que je perçois des retours que j'ai. Le programme il permet plein de choses. Faut-il encore que les personnes qui le transmettent s'autorisent à le transmettre d'une façon différente en fait. À Doussard, pour eux c'est central en fait de faire du projet, de faire travailler les enfants en collectif. Donc ils font ça. Et il n'y a pas de souci, l'inspecteur est aux anges quand il vient les voir parce qu'en fait il voit quelque chose de très très créatif. Le programme il donne des grandes lignes. Moi à mon sens c'est bien de transcrire ces grandes lignes de façon fidèle mais modérée, de faire de la place en fait à autre chose. De faire de la place à la gestion émotionnelle, au rythme de l'enfant, à l'écoute, au jeu libre.
parce que en fait, ça apporte énormément et que si on reste sur juste une transcription très formelle et scolaire du programme, en fait, il y a plein de compétences indispensables pour être un adulte fonctionnel qui ne sont pas acquises, quoi. Tout le programme peut se faire dehors. Il n'y a pas de limite à se mettre. On a des règles, mais on est quand même plus en liberté, on peut plus courir, on peut plus bouger. Régulièrement, des parents me disent nos enfants attendent la fin des vacances avec impatience pour reprendre l'école. Et ça, c'est quand même un sacré signe. Et puis, la solidarité entre les âges, moi, ce qui me touche beaucoup, quand il y a des temps en groupe, de regroupement, là, je suis venu récemment leur parler à propos de la préparation d'un spectacle qu'on va faire avec eux, c'est qu'il y a des petits, donc les plus jeunes, CP, CE1, qui sont sous les genoux des plus grands. Là, voilà, ils sont en cercle, et puis il y a... Et ouais, moi je trouve ça magnifique de se dire, voilà, ces petits sont en confiance pour aller se nicher dans les bras ou sur les genoux des plus grands. Et je trouve ça beau. Pour moi, ce qui est essentiel dans cette école, c'est vraiment d'offrir un espace où l'enfant est heureux et d'être en capacité de l'observer pour qu'il rentre dans l'apprentissage d'une façon agréable et performante. Donc de considérer chaque enfant comme un enfant qui fonctionne d'une certaine façon et lui apporter les outils pour qu'il rentre dans l'apprentissage et le temps pour que ça se fasse d'une façon douce. C'est quand même un accompagnement vraiment très global et où on ne s'axe pas que sur je fais mes maths, je fais mon français et après j'ai ma pause de récréation. Là c'est vraiment, on est tout le temps avec eux en fait et donc on vit un quotidien, on vit des moments forts, des moments difficiles, des moments de joie, des moments d'enthousiasme. Donc c'est vraiment une posture qui est à créer au quotidien en fait et à repositionner, à réinventer au quotidien. Moi ce qui me passionne là-dedans c'est vraiment de pouvoir voir les yeux des enfants qui pétillent tous les jours, qui s'enthousiasment devant leur découverte parce qu'on part quand même de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Alors bien entendu on leur amène des choses, on leur propose des choses mais la clé pour moi elle est de pouvoir rebondir aussi avec ce que eux ils ont envie de proposer, ce qu'ils ramènent eux aussi, et pouvoir faire cette interaction et ne pas juste donner pour donner ou transmettre pour transmettre. C'est vraiment un échange, c'est un vase communicant en fait. Et à partir du moment où on comprend ça, pour moi, les choses elles se font. Parce qu'on est dans un respect qui est mutuel, un respect de l'être, mais un respect aussi de je sais des choses, tu en sais aussi, on se les apprend mutuellement. Qu'est-ce que tu as sur le front là? Avec quoi tu as fait ça? Une tête à moi, c'est Lila qui l'a fait. C'est Lila qui l'a fait. Avec quoi elle a fait ça, Lila? De l'argile, oui. Et les argiles, elles sont de quelle couleur? Alors avec quoi on peut faire de la peinture? Rouge et jaune. Rouge, jaune, ouais, jaune, ocre, ok. Orange.
Orange, oui, ça marche aussi. Valentina, merci. Ok, des argiles. Et il y avait des pierres vertes, je l'ai pas ramené finalement. C'est avec de la mousse, ça, il y a de la mousse qui coule dessus. Non, alors il y a des pierres vertes qui sont très très dures. On les appelle des zoophytes. C'est quoi? Ce sont des pierres à peau de serpent. À peau de serpent? Oui. À peau de serpent. Et autrefois... Les serpents ils muaient dessus. Non, alors on les appelle comme ça parce qu'elles Les ont serpents, vraiment, ils elles ont sont dessus. vertes et elles ont des petites taches un peu noires, comme ça fait penser à des écailles de serpent, à la peau du serpent. Et c'est surtout qu'autrefois... C'est pas le serpent comme ça. Non, bah non, c'est pas un serpent, hein, mais on les appelle ophytes ou pierres à peau de serpent. Et autrefois, les bergers ils s'en servaient. Vous savez pourquoi? On pourrait se poser la question dans quelle mesure ça vient nourrir le programme que d'amener des compétences psychosociales aux enfants. Déjà, première chose, ça fait partie des programmes. Dans le socle commun, on a cette idée de culture de la sensibilité, amener les enfants à mieux se connaître, à mieux lire une situation et à développer ses compétences psychosociales. Aujourd'hui, ça fait partie du programme. Je crois qu'elle sait pas lire. Un aspect fondamental déjà, c'est le bien-être scolaire. Beaucoup de plaisir à venir à l'école, c'est quelque chose qu'ils formulent quasiment quotidiennement. Et ça pour moi c'est un socle fondamental pour tout le reste. La deuxième chose qu'on a observé, notamment en mettant en place un protocole expérimental, c'est le fait qu'il y aurait un niveau attentionnel plus important chez les élèves de la forêt des Lucioles, du fait d'être en extérieur. Et d'être en extérieur le lundi et le jeudi, qui sont en plus 2 jours où le niveau attentionnel des enfants en âge scolaire est le plus souvent soumis à des chutes de niveau attentionnel après chaque déjeuner, chaque jour de la semaine. Ça, c'est ce qu'on observe habituellement. Avec les élèves de la forêt des Lucioles, c'est à prendre avec des pincettes compte tenu du nombre d'enfants qui ont pu participer au protocole. On a observé qu'il y avait une tendance à ce que ce niveau attentionnel soit stable tout au long de la semaine et à chaque moment de la journée censé être un moment où on aurait dû observer un creux. La forêt des Lucioles, c'est constant. Eh ben voilà, on le laisse tout seul, voilà ce qu'il fait. Hein. Je remets une allumette. Dehors, on fait pas du tout la même chose. Par exemple, là, on doit sentir des trucs et puis après l'écrire ou goûter, ou répondre à des questions et courir après un autre atelier. Donc on court plus et on fait plus de choses parce qu'on a plus de temps. Voilà. Orteil contre orteil. 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, Laura, Les enfants, en fait, j'ai l'impression que leur esprit il est tellement ouvert dans la nature que du coup l'information elle passe naturellement, en fait, l'information scolaire. Et que comme si bêtement dans une classe normale l'esprit pouvait être cloisonné, et là le fait d'être en nature, en fait, j'ai l'impression que l'info elle passe et les enfants ne se rendent même pas compte qu'ils travaillent et souvent quand on leur demande t'as fait quoi ta journée, ils disent qu'ils ont joué, mais en fait ils ont appris plein de choses et c'est magique. La pédagogie d'une petite école innovante est un sujet en constante évolution, qui, s'il reste fidèle à ses principes, recherche une amélioration continue. Une équipe soudée y met tout son cœur. Les fondateurs moteurs, depuis la naissance du projet, les enseignants passionnés qui travaillent à façonner une approche globale, les parents impliqués en lien avec le corps enseignant et les partenaires extérieurs au rôle fondamental. Ensemble, ils mettent l'humain au cœur du projet.
Et les maîtresses, elles sont comment? Trop sympa. Ouais, trop sympa. On est contente d'avoir ces maîtresses. Oui. Avec la cire chaude, vous allez reculer. On peut voir comment il est. Bien le placer. Je vais te montrer, Martin. Je vais le voir après. Regardez, elle a fondu. Ah ouais. Elle est pas encore bien fondue. Non, mais alors on va utiliser tout ce qui est déjà fondu, après le reste on va remettre à fondre. Alors, vous allez voir, les moules, il y en a certains, il faut vraiment rester un petit peu pour tenir. Donc je vais peut-être vous missionner après pour tenir un petit peu. Là c'est bon ça. Faut pas que ça coule en dehors. C'est ça. Donc on va laisser un petit peu fondre. Pourquoi faut pas que ça coule en dehors? Bah parce que sinon après ça vient sur le côté. La bougie elle va plus être là. Et Cynthia sur les côtés il n'y en a pas. Sur le côté il y en a pas. Il n'y a pas assez de cire là sur le côté. Non, ouais. Bah il faut la mettre. Ouais. C'est un peu logique normalement. Ce qui est le plus important en dehors des enfants, des parents, de la pédagogie, c'est l'équipe enseignante. Qui, sans elle, rien n'est possible. Moi, je reçois régulièrement des personnes passionnées par un projet comme ça. Mais concrètement, ça demande un investissement énorme. Je leur dis toujours, c'est un travail, mais au-delà d'un travail. S'il n'y a pas cette envie-là, et ce qui est tout à fait juste aussi, ça ne va pas fonctionner. C'est un projet qui est encore en train de pousser, donc sans arrêt une nécessité de s'adapter, de changer les choses, les faire évoluer. Donc il a fallu trouver des gens qui soient absolument passionnés par la pédagogie, passionnés par la nature et prêts à s'investir énormément. Alors pas forcément en temps, même si ils consacrent beaucoup de temps à l'école, mais dans leur tête, parce que sans arrêt, il faut se questionner sur ce qu'on fait, est-ce que c'est juste, est-ce que ça va vers les objectifs qu'on s'est fixés, ce lien à soi, la connaissance de soi, être bien avec soi-même. Je trouve que la dimension équipe est très importante dans une école telle que celle-ci, d'ailleurs partout, mais quand même, c'est qu'il y a vraiment une belle alchimie entre nous. Nous avons toutes des compétences et des ressources différentes qui se complètent très bien. On est sur les mêmes objectifs, on a un état d'esprit commun. Et je parle aussi de Anne-Claire et Sébastien, parce que c'est eux les fondateurs de l'école. Et c'est aussi eux qui impulsent ça, mais c'est un tout, c'est un collectif d'équipe fort, avec ses difficultés, on ne peut pas les nier parce que nous sommes humains, mais la prise en compte de ces difficultés individuelles, ça je tiens à le souligner parce que c'est vraiment important et ça fait chaud au cœur d'ailleurs, quand on a des moments difficiles personnellement. Et on ne se laisse pas tomber, je trouve qu'il y a une belle solidarité. Et ça, c'est important pour encadrer des enfants au quotidien. Les enfants voient qu'il y a quand même un ciment qui est là, et ça les aide aussi à avoir confiance en eux, se sentir en sécurité surtout. J'ai été maîtresse sur Paris il y a 2 ans. J'ai lu un livre sur la pédagogie alternative. J'avais cette envie profonde de changer ma pédagogie. Je me suis dit, allez, je me lance et je suis allée dans cette école, la Forêt des Lucioles. Cette école m'a amené énormément de créativité et aussi via les collègues qui ont des parcours tellement diversifiés que c'est hyper enrichissant et ça m'a fait énormément grandir. Et le fait aussi de faire école en nature, ça me permet aussi comme je disais avant, de sortir de ma formation initiale et de me réinventer chaque jour, de me dire mais pourquoi je ferais pas ça comme ça plutôt que comme ça. Et en fait, ce qui a été dur au début pour moi dans l'école, c'est d'arriver à me dire que la nature peut être peut être source d'enseignement, alors que la nature, on l'occulte un peu, alors que pourtant elle est au cœur de nos vies. On se complète énormément parce qu'on a des parcours tellement divers et variés que du coup on peut vraiment croiser les regards et on est tellement aussi différentes par nos chemins qui ont été différents
C'est hyper enrichissant d'arriver à verbaliser. Et puis je pense qu'on est énormément dans la communication, dans la coordination et dans la coopération que ça marche, quoi. En tant qu'enseignant, cette expérience, ça nous apporte de l'ouverture d'esprit, de la créativité. En fait, on fait tout le temps un pas de côté. On se dit « Ah, mais on aurait pu faire ça comme ça. Ah, mais oui, grâce à la nature, je pourrais faire ça comme ça. » On en ressort vraiment grandi, changé. Et avant d'être une expérience professionnelle, c'est une expérience humaine. Le moment difficile, je pense que c'est là, à tenir un groupe d'enfants quand, en tant qu'adulte, on est fatigué, quand les enfants aussi vivent des moments difficiles. Voilà, faut être résistant et tenir pour accompagner l'enfant jusqu'au bout. Comment nourrir le lien entre les enfants, les parents et nous enseignants. Et l'idée là, c'est vraiment de remettre le triangle éducatif dans sa globalité et vraiment qu'on soit tous acteurs pour accompagner les enfants dans leur être et pour les accompagner à grandir dans le monde de demain. Ça va générer une motivation qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient de l'enfant, du fait aussi que ses parents aient un regard sur ce qu'il fait. Ça va s'enclencher et on sent une confiance qui se génère, une envie d'aller plus loin, un goût de l'effort qui commence à se mettre en œuvre et tout. Et c'est magnifique chez l'enfant quand les parents sont dans le regard. C'est un des piliers forts de notre école. La biophilie est une discipline qui étudie le lien entre la nature et notre bien-être. Proposée par Edward Wilson, à qui on doit le terme de biodiversité, elle permet d'observer les avantages lorsqu'on refait le lien avec la nature, notamment la réduction du stress, l'augmentation de la productivité et de la performance, la propension aux émotions et attitudes positives, la stimulation de la créativité, la réduction de l'absentéisme au travail. Sur le plan de l'épigénétique et de la sélection naturelle, c'est logique. Plus on aime un environnement, plus il y a de chances qu'on y reste. Et qu'on s'adapte à ses particularités sur la durée, en prenant soin. Si nous souhaitons que nos enfants adaptent l'humain à la planète, encore faut-il les aider à l'aimer. L'aimer et s'en émerveiller. C'est vraiment une alchimie entre l'enfant, le parent, l'enseignant et tout ce collectif d'école. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'il y a vraiment une confiance qui est faite à l'équipe éducative, et puis une envie commune d'être au service des apprentissages des enfants. La plupart, vraiment la quasi-totalité des parents, c'est vraiment ça aussi qui les anime. Ils veulent que leurs enfants apprennent, mais ils sont convaincus, il y a une confiance là-dessus, qu'on peut apprendre autrement que d'être dès le CP assis sur une chaise et dans une salle de classe la plupart de la journée. Vite. Oh. Waouh. Ah ouais. Voilà, c'est plusieurs graphies là. Voilà. Et tu nous fais une majuscule aussi de haut. Toute cette dimension de coéducation que je trouve vraiment très importante. Un enfant va prendre confiance en lui aussi. En tout cas, si ses parents sont vraiment présents à la maison, s'il s'intéresse à ce qu'il fait à l'école, je pense que c'est vraiment très important. Quand Méline rentre le soir à la maison, elle nous dit qu'elle a joué, ce qui peut inquiéter un petit peu certains parents, mais au final, quand à chaque bilan de fin de trimestre, on discute avec les maîtresses et qu'elles nous montrent ce qu'ils apprennent, en fait, elle apprend. Voilà. Donc au niveau des apprentissages, on est en totale confiance, pas de souci. Cette éducation avec une approche globale rappelle la notion de symbiose. Populaire chez les chercheurs, elle met en exergue l'importance des interactions au sein du vivant. En forêt, il s'agit par exemple de la relation entre champignons, mycorhizes et arbres,
évoquant les réseaux de coopération racinaire dans le sol qui offrent aux arbres une méthodologie d'entraide pour survivre. La coopération plutôt que la compétition. Les notions d'économie symbiotique sont ainsi inventées, suggérant des pistes d'innovation du modèle en place. Comment créer un monde où l'homme serait, à l'image des arbres, en meilleure symbiose avec son environnement ? A fortiori, peut-on imaginer une éducation symbiotique qui valoriserait l'importance des interactions entre nos enfants et leur écosystème ? La nature qui les entoure, mais aussi les entreprises qui fabriquent les objets et services de leur quotidien, leur ville, leur culture locale, leurs relations, leurs parents, et en particulier le lien école-maison entre parents et enseignants. Quel était vraiment l'objectif ? Et pour moi, c'est d'avoir un enfant qui est épanoui, qui trouve sa place dans la société avec ses capacités à lui, avec son potentiel et avec ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a envie de devenir. Donc, il ne rentre pas dans des cases, parce que mon intérêt n'est pas qu'il soit dans une case et qu'il soit comme les autres, mais qu'au final, il soit lui et qu'il s'épanouisse. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on lui offre dans cette école-là. En forêt, les arbres communiquent entre eux en libérant dans l'air des petites particules qui s'appellent phytoncides. Ce sont des antibiotiques volatiles. Au Japon, des bains de forêt qu'on appelle Shinrin-yoku sont désormais prescrits comme des médicaments. Car quelques heures au milieu des arbres induisent une baisse du cortisol, l'hormone du stress, ainsi qu'une augmentation des lymphocytes NK, les chercheuses de cellules cancéreuses. Bref, le système immunitaire est boosté par le temps en forêt. À l'image de la coopération entre les arbres, chacune des parties qui gravitent autour de nos enfants ont un rôle à jouer pour co-construire notre futur et le leur, et notamment les entreprises. Elles-mêmes, parce qu'elles réfléchissent aussi à fonctionner autrement dans leur organisation, et puis aussi parce qu'elles constatent que dans les recrutements, c'est pas toujours facile de trouver des personnes qui sont vraiment motivés par leur emploi et vraiment au bon endroit. Et donc se rendre compte que les jeunes arrivent parfois sur le marché sans trop savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont envie. Donc il y a vraiment, je pense, en ce moment une prise de conscience dans les entreprises qu'ils ont peut-être un rôle à jouer aussi au niveau de l'éducation, de mécénat au niveau de l'éducation, parce qu'ils s'y retrouveront plus tard. Donc nous, on est soutenus par quelques entreprises du bassin annécien là, qui nous aident financièrement et avec lesquelles on essaye de bâtir une vraie relation avec les enfants pour aussi découvrir des métiers dans ces entreprises. Donc nos enfants ont l'occasion de visiter les entreprises, on reçoit des gens qui travaillent dans ces entreprises à l'école, en nature, on partage nos pratiques avec elles. Et notamment, on a eu la grande chance de travailler sur la maquette d'un nouveau site d'une de ces entreprises qui a demandé aux enfants de rêver à un site pour leurs salariés. Donc les enfants, il y a eu tout un travail de préparation, de brainstorming, de plans, de réalisation avec les matières de la nature, d'une maquette. Et nos enfants ont été amenés à présenter cette maquette devant une centaine de personnes et parler de leurs rêves pour cette entreprise. Et c'était vraiment une expérience très forte parce qu'il y avait vraiment l'attention des adultes qui ont été émerveillés par le travail des enfants. Et puis les enfants qui ont pris la parole devant tout cet auditoire, qui ont expliqué pourquoi ils avaient prévu une champignonnière, des hamacs dans les arbres, une grotte fraîche. Et enfin, c'était vraiment un moment très fort. Donc, il y a ce soutien de ces entreprises que je remercie du fond du cœur parce que c'est ce qui nous permet de continuer et de boucler le budget chaque année. Mais il y a aussi cet échange qui nourrit les enfants et qui, je pense, on a eu des retours à ce sujet, nourrissent aussi les partenaires qui sont émerveillés de voir ce que ces enfants peuvent apporter. Et puis, ça donne aussi parfois du sens à ce qu'ils font eux-mêmes. Si on extrapole, qu'en serait-il des bienfaits d'une éducation intégrale où on ferait la classe dehors pour des enfants présentant des troubles particuliers,
du comportement, de l'attention, du neurodéveloppement, du spectre autistique ou autre. Ce sont des enfants qui parfois sont en souffrance à l'école, dans un système dit classique. Par ailleurs, certains au contraire suivent un parcours spécialisé mais se sentent exclus du parcours normal auquel ils n'ont pas accès, alors qu'ils ne présentent aucun retard d'intelligence. Concrètement, pour un projet comme la Forêt des Lucioles, devenir davantage inclusif à davantage de profils d'enfants. Ce qu'il manque, ce n'est pas la volonté des cofondateurs ou de l'équipe pédagogique, bien sûr. C'est un mécène, visionnaire et engagé. Idem pour les années collège. L'équipe est là, prête à innover et à entreprendre encore. Rejoindre les poètes, dévorer des comètes, caresser la peau de nos rêves. Allons boire du soleil, nous enivrer sans bouteille, nous noyer sous une pluie d'étoiles. Rejoindre les poètes, dévorer des comètes, caresser la peau de nos rêves. Les écoles comme la Forêt des Lucioles sont ainsi pionnières du modèle de la classe dehors, qui semble s'imposer progressivement comme une évidence. D'ici à un consensus parmi les chercheurs, on semble pouvoir affirmer qu'elle est source de bien-être, de meilleure santé, de meilleure capacité d'attention et de concentration, de meilleur contexte à la coopération et à la créativité. La classe dehors aiderait les enfants à aimer apprendre. Elle pourrait contribuer à de meilleures performances scolaires, lisser les inégalités. Elle contribuerait à aimer la nature plus tôt pour en prendre soin plus tard et dessiner un futur écologique meilleur. Dans quelle mesure, à quelle échelle et à quel rythme saurons-nous offrir les bienfaits de la classe dehors au plus grand nombre ? Comment favoriser la recherche, la coopération, le partage de connaissances entre écoles et enseignants curieux dans ce domaine ? Depuis le début de ce tournage, une enseignante de la Forêt des Lucioles a commencé une mission chaque mercredi où elle offre son retour d'expérience aux enseignants d'une école publique du bassin annécien. On veut partager, ça va se faire déjà sous la forme de vidéos, de capsules vidéo, en disant voilà, partager des expériences pédagogiques menées en nature au service des apprentissages des enfants et les partager en open source, c'est-à-dire voilà, dans l'esprit de apporter notre pierre à l'édifice, une pierre qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'encore une fois on essaie de combiner humilité et ambition. On n'est pas là dans la révolution de fond en comble, mais on est dans une idée d'apporter des témoignages, des partages sur des innovations pédagogiques qui, petit à petit, vont pouvoir transformer l'expérience de la classe, en tout cas pour certains enfants. Après 4 milliards d'années d'évolution, le vivant nous offre des exemples probants de vie et de survie qu'on peut imaginer répliquer. Chacune des espèces s'est adaptée à un contexte particulier. Typiquement, en regardant l'oiseau, l'homme a inventé l'avion. Mais comment tirer parti de l'hippopotame, dont la sueur combine des fonctions de régulation thermique, de protection microbienne et contre les ultraviolets ? Dans la nature, quand il s'agit d'utilisation d'énergie, survivent les plus économes. Comment apprendre de la barge rousse, l'oiseau qui vient à consommer une partie de ses muscles en fin de périple migrateur, lorsqu'elle ne dispose plus d'assez de graisse ? Si nous ne trouvons pas les réponses de suite, l'école de demain pourra-t-elle offrir à nos enfants les clés pour que eux trouvent et appliquent ce que les générations précédentes auront manqué ?
En tout cas, nous, on est convaincus, et encore une fois, des écoles beaucoup plus anciennes que nous le disent, que c'est ce qu'ils acquièrent en nature en termes de confiance, de capacité d'adaptation, de curiosité, de créativité, est essentiel pour retourner dans une autre structure ou pour l'avenir. Ou aujourd'hui, qui sait quel métier attendent nos enfants, quel contexte attendent nos enfants. Ça me semble pertinent d'avoir une diversité de propositions pour permettre à tous les profils d'enfants de s'épanouir. Et en même temps, je pense que l'école de demain passe forcément par construire une culture commune de relations au vivant saine et respectueuse. En permaculture, on parle de prendre soin. Attention les oreilles. Ce qui me parle, c'est de construire un large panel de propositions pédagogiques qui permettent que chaque enfant trouve un outil, en fait, que l'école soit un outil pour lui, pour s'épanouir et construire, se construire en tant que citoyen opérationnel dans le monde. Ça fait un peu froid, mais je trouve que c'est un peu ça aussi, en fait, que ça fonctionne, qu'on fonctionne dans le collectif. Et puis, ça passe par écouter son émotionnel, écouter ses rêves pour savoir pourquoi on est fait, parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu la base, quoi. Si c'est hyper enthousiasmant de faire quelque chose, on a les ressources pour le faire aussi. Donc peut-être parce qu'on se sent à l'aise là-dedans aussi, donc porter ça. Et apprendre à fonctionner en collectif, quoi. À construire des projets en commun, en valorisant le fait que certains sont très à l'aise à fonctionner en collectif et d'autres vont travailler dans leur coin et amener une idée que le collectif va faire émerger, en fait. Il y a tout un tas, vraiment le travail sur les profils de personnalité des gens et cette diversité, pour moi, c'est central. Je parlerai de responsabilité. Je pense qu'il est important d'aider les enfants à être responsables. Responsables d'eux-mêmes, responsables de ce qui se joue avec les autres et de les amener à prendre de la hauteur au quotidien. Et ça, ils peuvent le faire que si l'adulte a déjà compris ça. et si l'adulte l'a compris vraiment au fond, il peut transmettre ça avec ses moments. Voilà. La responsabilité, c'est pas chose facile, mais en tout cas, ça pourra vraiment aider l'enfant dans sa vie d'adulte à peut-être à être bien avec lui-même et les autres, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est la responsabilité. Juste, je redis pour tout le monde, on se redit les règles. On prend soin du travail des autres aussi. Ce qu'on peut constater là, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé des choses qui avaient bougé, des choses qui n'étaient pas comme ils avaient laissé. Ça les a dérangés. Est-ce qu'à l'avenir... Et Almaïne, Nino et Valentina aussi. Mais ouais. Ouais, mais est-ce qu'à l'avenir, on peut se dire que si on veut un morceau de bois qui est à côté de la cabane, on va demander quand même s'il n'est pas utilisé? Parce que là, c'est ennuyeux, ils sont arrivés, ils étaient tristes. Bon, ils ont refait une cabane, ils ont trouvé des solutions, bravo à vous. Mais quand même, on essaie de respecter le travail des autres. On le sait? Ok? Alors l'idée de créer cette école, c'était d'apporter une contribution à l'évolution du système éducatif. Là, le monde a radicalement changé et nous, on est absolument convaincus que les enfants, pour le monde qui vient, le monde qu'on leur laisse, ils vont vraiment avoir besoin de leur pleine créativité. Ils vont avoir besoin de savoir travailler ensemble, ils vont avoir besoin de savoir se ressourcer dans la nature, d'en prendre soin aussi. Et on se disait que il y avait... Voilà, c'était important, c'était notre façon de contribuer aussi au monde de demain. Ce qui est essentiel pour moi, je dirais, c'est cette écoute, cette observation de l'enfant pour répondre à ses besoins individuellement et cette reconnexion à la nature qui va lui apporter une paix et une force pour affronter la suite.
que je leur souhaite, c'est de pouvoir faire de chaque jour une pépite et d'arriver à vivre dans la simplicité du moment. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de leur transmettre au quotidien, de voir les choses avec un autre regard, de pouvoir s'adapter aux choses et de permettre de vivre les choses dans la joie, avec les moments qui peuvent être aussi difficiles, mais arriver à les accepter, à les laisser passer. Et je pense que vraiment, dans 20 ans, ça sera important pour chacun d'entre nous, de pouvoir s'adapter à ce qui sera et vivre simplement. Alors, tu peux parler? Un être vivant. Il y a quoi dans les êtres vivants? Qui peuvent respirer. Écouter. Si, tous les êtres vivants respirent. Écouter, pourquoi pas, un être vivant qui écoute. Non, un genre de personne n'a pas d'oreille. Ça n'a pas d'oreille, mais peut-être qu'il a d'autres manières d'écouter. Ça, c'est vrai qu'on ne sait pas. Ici, je crois que Là, chacun a sa manière d'écouter avec les organes dont il dispose. Oui, ils ont un organe sur le torse, c'est les ondes. Notre génération est la première qui a grandi céphalophore, c'est-à-dire qui porte sa tête entre ses mains. Ce fut sous la forme d'un smartphone, bien sûr, avec la réponse à nombre de questions en une recherche d'un quart de seconde par mot-clé. L'école nous avait-elle préparés à cette nouveauté? Vu la difficulté, comme nombre de parents, que nous avons à interdire les écrans à notre fille afin de protéger son bon développement neurologique, il y a un grand sujet ici du rapport éducation-technologie, en particulier à l'adolescence. Les collégiens d'aujourd'hui, eux, seront doublement céphalophores, car c'est bel et bien une intelligence artificielle dont les connaissances seront équivalentes à plusieurs doctorats qu'ils auront dans la poche. Comment sauront-ils en tirer parti dans leur métier, dans leur gestion des défis environnementaux? À mesure que les centres de recherche sur l'IA florissent, peut-être serait-il judicieux d'accélérer en parallèle la recherche sur l'IN, l'intelligence de la nature, ses secrets et opportunités. Et pour ce faire, cultiver urgemment le goût des générations futures à cette reconnexion au vivant. Se poser seul, prendre le temps de faire attention à ce qu'on sent, à ce qu'on voit peut-être. On peut aussi fermer les yeux, il y en a que ça aide. À ce qu'on entend, à ce qu'on sent sur le corps, à comment on se sent à l'intérieur. On peut choisir de prendre une seule de ces manières de se concentrer ou tout à la fois. Si on a fait cette école, c'est pas juste pour 30 ou 40 ou 50 enfants, hein. C'est pour que cette école elle puisse servir à d'autres. Ça, c'est vraiment même au cœur de notre motivation profonde, que tout ce qu'on expérimente ici, ça puisse servir à d'autres enfants, ça puisse servir à d'autres enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont à la recherche aussi de moyens de déployer les apprentissages en nature. Et ouais, c'est vraiment très très important ça pour nous de faire cette trace et de faire en sorte qu'elle soit utile à d'autres. Je dis toujours, il y a des instituts formidables dans le secteur public qui ont fait des expériences d'apprentissage en nature, d'école dehors depuis des années, et on a envie aussi d'être en lien avec eux, d'apprendre en retour, de s'enrichir mutuellement. Et là, il y a un projet de livre à plusieurs voix qui commence à émerger. On aimerait beaucoup faire un livre avec notre équipe éducative et des instituts du secteur public, en mêlant les deux voies, les deux approches, les innovations, et ça nous plairait
Énormément, parce que ce serait une incarnation de plus, qu'on pense que pour qu'un système évolue de façon fertile et utile, il y a une certaine dose d'innovation qui peut venir un peu comme dans une cellule, à la marge de la cellule, non sans à la marge, mais pas opposée. Et on veut être suffisamment proche du système public pour se nourrir mutuellement, pour se soutenir mutuellement. L'équipe espère ainsi alimenter la richesse des outils d'enseignement à l'extérieur déjà disponibles pour se former, notamment sur le site Classe dehors de la Fabrique des communs pédagogiques et leur groupe de travail national, ainsi que l'ensemble des contenus de formation de l'éducation nationale qui voient le jour sur les sites des académies et du réseau Canopé. C'est des projets qui ne sont pas évidents à monter. Maintenant, je pense qu'ils sont tellement nécessaires et qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui sont en train de prendre conscience du fait que c'est nécessaire. Il y a vraiment une intégration du besoin de reconnexion à la nature, d'écoute, qui fait que les gens ont envie que ces choses-là elles soient transcrites dans la réalité. Donc, à la limite, je leur souhaiterais de ne pas douter, finalement. De juste pas douter que c'est par là et que quoi qu'ils fassent, ça va fonctionner en fait d'une façon ou d'une autre. Voilà, ils vont dans le sens de la vie, donc par expérience, quand on va dans le sens de la vie, ça fonctionne bien en général. Et après, par contre, quand on se met à douter, c'est vrai que ça peut être pas évident. Donc peut-être être soutenu. Voilà. C'est ça. Pas douter et puis être soutenu par suffisamment de personnes qui leur dit qui les confortent dans l'idée, dans ce qu'ils proposent pour avancer, quoi. Avoir une belle dynamique humaine autour de l'école. J'aime dire et répéter parce que c'est vraiment sincère et ça me tient extrêmement à cœur. C'est mon admiration et ma reconnaissance pour tous les instituts et toutes les instituts en France et ailleurs aussi qui mettent du cœur, de l'énergie et du talent à accompagner nos enfants. C'est un sacré métier, donc je ne serais pas capable moi, mais j'ai beaucoup d'admiration et voilà, j'ai envie de rendre hommage à tous les enseignants qui font leur métier avec le cœur au service de nos enfants. Tout est lié, nous dit la pensée systémique, une vision globale sur les interrelations et interdépendances entre l'ensemble des phénomènes qui régissent la vie. Ainsi, les végétaux et les champignons fabriquent l'eau et les vents. La couleur bleue du ciel est un antidépresseur naturel. Le chant des oiseaux stimule les plantes. Et l'éducation de nos enfants constitue la fabrique du futur de l'humain et de la planète. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, prend-on le temps de contempler, de s'émerveiller? Pour nous, il n'y a pas de doute. La transition écologique passera par un changement de regard, une transformation intérieure, un mariage entre la quête pour la survie de l'espèce et la quête du bonheur. Les enfants, avec la pureté de leur regard, ne sont-ils pas aussi nos guides pour mieux observer, pour nous laisser surprendre et de cette nature qui nous entoure, pouvoir encore apprendre? Des fois je ramène rouge-gorge parce que c'est mon animal préféré, le raton laveur, et en couleur, des fois je rapporte vert, bleu. Ça dépend quel temps il fait, des fois je regarde le ciel et je regarde s'il y a plein de nuages ou pas. Ça dépend. Et tu l'aimes la terre? Ouais. Ça nous permet de vivre, alors on essaie de la conserver. Et pour vous, ça veut dire quoi,
se reconnecter au vivant. Regarde, on va de l'autre côté des bateaux. C'est vrai. Alors, Un, 2, 3. Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais. Ça peut faire des émules, qui sait. Des milliards de cellules reliées, maintenant comme jamais, pour que plus rien ne brûle après. Unifier les âmes qui errent, c'est maintenant ou jamais, pour apprendre des drames d'hier. Enfin lâcher les rames, galère, de maintenant à jamais, trouver le sésame. On va jouer. Attends, je suis en train de travailler là. Du coup, toi tu vas te mettre debout Mais derrière c'est elle. Tu vas te mettre debout derrière elle. On peut imaginer que... Rentre dans le champ. Plus proche, voilà, le baiser. Et le temps qu'il faut pour que ça rentre dans nos têtes. Simplement. Des atomes qui s'étonnent, plus que jamais, pour chasser les fantômes. Sur le nez, je suis pas sûr. Et ralentir un peu le tempo, bien plus vite que jamais. Trouver luxueux ce repos. Ressaisir ces choses essentielles, chaque instant. Bon, super. Et c'est quoi ta matière préférée, toi? Ma matière préférée, j'aime bien la boue.